Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé sur la chaîne de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, en partenariat aujourd'hui avec Impactify. Et je laisserai mes compères du jour, Antoine et Philippe, se présenter Impactify tout à l'heure. Et The Camp, le haut lieu de l'innovation dans le sud, dans la région sud. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il a un titre assez piquant, un peu mystérieux. Mon entreprise fonctionne, j'en fais quoi? L'idée derrière ça, c'est que dans un monde qui bouge, qui est fait d'accélération, de transformation géopolitique, économique, écologique, technologique, bien, face à ça, quand on dirige une entreprise qui fonctionne, qui peut-être ronronne, on peut se laisser porter par les flots et puis pas voir la grosse vague qui arrive. Euh, et donc là, face à ça, nous, on a envie de piquer un peu votre curiosité et de vous mettre dans une dynamique d'intention, d'ambition et de vision pour bien construire l'avenir sans le subir. Donc là, on va parler pendant 1 heure ensemble de repositionnement stratégique, de levier de développement et d'innovation à travers l'IA ou l'automatisation. Et donc, tout ça, ces sujets, on va les aborder avec Philippe Bonnet et Antoine Martin. Euh, Quelques petits détails techniques avant de leur passer la main. Et puis, moi, je laisserai dérouler la présentation et je vous rejoindrai pour la session de questions-réponses. Ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le voir en replay. Vous pouvez aussi interagir et on vous encourage à interagir en posant vos questions dans le chat qui est à droite. On vous sollicitera aussi à travers des sondages qui sont aussi dans les outils de droite. Et donc, on traitera, alors si on peut traiter les questions en cours, on le fera, mais plus facilement, on traitera vos questions à la fin. Donc, mais n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Voilà, donc je vais passer la main à Philippe et Antoine. Voilà, Philippe et Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par mon entreprise fonctionne, j'en fais quoi? Philippe, à toi. Bonjour, je suis Philippe Bonnet, cofondateur de Impactified. Dans la répartition des rôles qu'on s'est fait aujourd'hui, je laisse la parole à Antoine pour présenter Impactified et l'entrée de la discussion. Bonjour à tous. Antoine Martin, compère de Philippe Bonnet. Impactified, c'est une démarche qu'on a lancée il y a quelques années. On était à Hong Kong à l'époque, de soutien aux entrepreneurs, de soutien aux entreprises, aux équipes des entreprises, avec un sujet qui est principalement le scale, c'est-à-dire comment structurer son entreprise, comment la mettre en place pour qu'elle puisse se développer, absorber sa croissance concrètement sans péter en vol, on va dire les choses telles qu'elles sont. On parle de valorisation aussi beaucoup, et donc entre le fait de structurer et le fait de valoriser plutôt en fin de course, se pose la question de comment j'imagine, non pas seulement aujourd'hui par rapport à hier, mais aujourd'hui par rapport à demain. Donc on a un gros enjeu d'imaginer la suite. Et cette discussion qu'on a aujourd'hui, c'est 45 minutes, comme le disait Christophe, qui vont nous permettre de pouvoir anticiper, de pouvoir se permettre de rêver un peu. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi au cours d'un programme en personne, un programme vraiment réel sur 2-3 jours qui va avoir lieu dans le sud et dont on va pouvoir vous parler. Ce webinaire et ce programme, ils sont donc, comme l'a dit Christophe, en partenariat avec l'IRCE, en partenariat avec The Camp. C'est important parce que ça donne une dimension qui est concrète, qui va permettre de pouvoir faire intervenir différents entrepreneurs, différentes entreprises dans un endroit réel, comme on vient de le dire, et vraiment de travailler sur la réimagination, le fait de pouvoir créer un temps de recul qu'on va vous offrir aussi aujourd'hui. Les sujets du jour, on va en aborder plusieurs. Il va y avoir les grandes mutations, des choses qu'il faut pouvoir prendre en compte quand on commence à imaginer les choses, aussi bien dans le fait de se dire qu'est-ce qui pourrait être un obstacle, mais aussi qu'est-ce qui finalement influence mon entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui influence le monde de demain, comment est-ce que je peux arriver à avancer, qu'est-ce qui va faire que je dois arriver à avancer. On va pouvoir parler des signaux faibles, c'est-à-dire les points d'alerte qu'il faut prendre en compte, qu'il faut arriver à identifier. Fort, c'est-à-dire les points qui sont déjà là,
qu'on n'utilise pas forcément, mais qui sont des vrais tremplins en interne qu'on peut mettre à profit. On va se poser des questions, on va mettre en place des pistes pour arriver à parler de développement et se dire finalement comment est-ce que je pourrais développer les choses, qu'est-ce que je pourrais arriver à imaginer. Et puis, on reparlera à la fin du programme de ce séminaire qu'on va pouvoir vous proposer aussi. Premier sujet, Philippe, je vais te redonner la parole. Quelles sont les 3 grandes mutations finalement qui redessinent le jeu des entreprises et qui nous obligent à réfléchir un peu en dehors de la boîte? Les entrepreneurs avec lesquels on parle, avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute de manière régulière, journalière, que ce soit en France, sur le continent asiatique ou sur le continent nord-américain, parce qu'en fait, c'est les 3 territoires sur lesquels on a ce regard, touche plein de sujets. Et en fait, ce nuage de sujets, on a essayé de les recondenser dans des ensembles de façon à pouvoir identifier l'environnement dans lequel on va se déplacer avant de donner une réponse. Et quand on a fait ça, toi, moi et quelques-uns d'autres, notamment avec nos amis de The Camp, on est arrivé au fait qu'il y avait 3 révolutions dans lesquelles on était brassés. La révolution environnementale dont on entend parler beaucoup depuis une vingtaine d'années, et qui touche aujourd'hui le fondamental de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment très axé sur la sphère de l'immobilier, on va dire, ou alors c'était très théorique. Et en fait, aujourd'hui, basiquement, c'est quelque chose qui va perturber énormément, ne serait-ce que dans la valorisation des entreprises. C'est-à-dire qu'au moment d'acheter ou de vendre des entreprises, il va y avoir de la part de ceux qui vont racheter un énorme regard sur cette partie-là. Et donc, ça va changer aussi beaucoup de réflexes sur les modèles économiques dans lesquels on va pouvoir donner ou au contraire pas donner ou réinventer. Et puis le fait que les réglementations en place aussi sont soit des freins pour les entreprises qui ne respectent pas le cadre, soit des incitations pour celles qui pourraient finalement avoir un intérêt à en faire une proposition de valeur, sujet sur lequel on va revenir après. Tout à fait, avec les atermoiements sur ces réglementations également qui créent des trous d'air et des opportunités. On peut penser à l'électrique qui pourrait être battu en brèche et d'autres encore. Donc le deuxième environnement, c'est le deuxième sous-ensemble, c'est tout ce qu'on considère étant de l'ordre de la révolution managériale, parce qu'il y a énormément de sujets qui sont plus traités de la même façon que comme c'était fait il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans, avec la génération Z notamment, et la façon de la piloter. Donc ça change beaucoup de choses dans la chaîne de commandement, la chaîne de management de l'entreprise, ainsi qu'avec toutes les automatisations qui peuvent exister à différents endroits. Et bien sûr, on ne pourra pas éviter la discussion de l'intelligence artificielle, ce qui est un peu le pied, ou le pont avec la troisième révolution, qui est la révolution digitale. Est-ce que tu veux intervenir, Antoine? Non. Donc voilà, juste un point d'éclaircissement sur cette révolution digitale. Bien sûr, l'IA fait ce pont entre le managérial et le digital, mais il y a d'autres éléments dans le digital qui interviennent parce que c'est un monde qui est en perpétuel changement, qui crée des opportunités, mais qui crée aussi des limites, qui crée de la compétitivité. J'imagine qu'on doit discuter du premier enjeu qui sont les signaux faibles, Antoine, c'est ça? Ouais, les joies du live, on a eu un petit problème technique sur lequel j'étais en train d'essayer de me dépatouiller. Avant qu'on commence à parler des signaux faibles, on avait un tout petit sondage à vous soumettre. Je vais laisser Christophe appuyer sur le bouton avec une question simple. Dans quelle mesure est-ce que vous envisagez activement ou pas du tout le futur de votre entreprise ?
Donc, tout à fait, un sujet qui est tout à fait en lien avec ce dont on est en train de parler. Effectivement, pendant que vous répondez à ça, le premier enjeu, c'est d'arriver à identifier, avant de pouvoir les lire, mais d'arriver à identifier les signaux faibles. C'est-à-dire des sujets qui sont très concrets dans la vie d'une entreprise, mais auxquels on ne pense pas nécessairement quand on est patron, parce que souvent on a la tête dans l'eau, le nez dans le guidon, peu importe la formulation que vous pouvez avoir en tête. Ces signaux faibles, ça va aller de la stagnation du modèle à la difficulté de pouvoir innover, le fait d'avoir un décalage entre ce qu'on veut arriver à faire et la capacité qu'on ait à pouvoir le mettre en place, et puis bien entendu la manière de faire du dirigeant qui fait que soit il est dépendant, enfin il est dispensable ou indispensable dans son entreprise. Philippe, comment tu perçois ces 4 sujets-là par rapport au quotidien des entrepreneurs avec lesquels on travaille? Donc en fait, si on parle des signaux faibles, c'est assez curieux parce que c'est toute la difficulté à savoir, est-ce qu'on se pose les questions de savoir si notre modèle de business, bon, il faut comprendre que si on est sur du B2B, si on est sur du service ou si on est sur de la récurrence, bon, c'est quelque chose qui est un peu inné dans la façon de faire fonctionner sa boîte. Mais là, il faut lever un tout petit peu la tête et se dire, est-ce que dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut continuer ou pas? Je vais prendre un exemple assez récent qui consiste à faire l'analyse du retail et donc à faire des boutiques avec notamment le prêt-à-porter. On pouvait se poser la question à la sortie du Covid si on allait repartir dans une consommation type de ce qui existait depuis 15, 20, 25 ans et qui commençait à avoir des questionnements parce que quelques chaînes qui avaient été entre guillemets toujours là dans les centres-villes et dans les centres commerciaux commençaient à battre de l'aile. Et par ailleurs, on pouvait se poser la question de savoir si le seconde main avec les plateformes en ligne allait prendre une place ou pas. Ce type de question, c'est ça qu'on appelle la stagnation du modèle, à savoir que pour un fournisseur du prêt-à-porter, est-ce qu'on continuait à imaginer qu'on allait devoir fournir le prêt-à-porter avec les marques telles que l'on le connaissait, ou est-ce qu'il allait falloir intégrer de la réflexion sur ces marchés de deuxième main de manière alternative? Si je prends cet exemple-là pour passer aux 3 autres signaux faibles, il y a un autre signal faible qui est le fait que dans son entreprise, par exemple, on peut se dire qu'on a innové parce qu'on a fait un nouveau produit. Est-ce que c'est vraiment innover que de faire un nouveau produit ou 10 nouveaux produits? C'est un sujet sur lequel on entend assez souvent le fait de dire que ah oui, oui, mais j'ai innové là, moi je faisais des terrines de mer, je vais faire des terrines mais pour la terre. Est-ce que c'est innover? Vrai cas client, vrai cas d'entreprise. Vrai cas de client, oui, on fait dans le vrai, mais c'est pour donner un peu de contexte. Troisième point, décalage ambition-réalité. Si après 2, 3, 4, 5 ans, des fois 10 ans, on se dit oui, mais bon, moi, mon enjeu, c'est de faire 20 millions de chiffre d'affaires et qu'on est toujours entre 5 et 7 et que c'est quelque chose où on a un turnover dans l'entreprise de 20%, ce qui est un autre cas client, on peut se demander si ce signal n'est pas un signal faible justement sur comment est-ce qu'on doit prendre les choses. Parce que rêver, c'est bien, mais en fait, il y a un moment où c'est peut-être pas le rêve et ce qui est vendu, entre guillemets, un peu partout dans l'environnement des réseaux sociaux et des lectures qu'on peut faire, qui est la bonne solution. La bonne solution, c'est de démonter la façon dont on travaille et de réfléchir de manière alternative à la façon dont on va prendre les choses. Pour descendre dans le quatrième, c'est un point qui est compliqué parce qu'il s'agit de vous, de nous, de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est la dépendance aux dirigeants. Beaucoup de dirigeants qu'on entend, certains avec lesquels on travaille, considèrent que non, tout va bien, personne n'a besoin de moi. Mais en fait, ça fait rigoler parce que en fait, si on repose la question, ils vont insister très lourdement sur le fait que non, il n'y a pas de problème. Mais quand on va rentrer dans le premier détail sur
Et alors, quand ça se passe quand il y a un client qui arrive, en fait, on se rend compte que c'est souvent le dirigeant qui prend le sujet en main, que même si c'est pas lui qui l'a pris en main parce qu'il y avait une secrétaire, le deuxième qui va prendre en main, ça va être le dirigeant. Et donc, en fait, cette dépendance qui est un peu caricaturale dans ce que j'évoque là, et pas caricaturale du tout et une constante assez fréquente dans les signaux faibles du fait que l'entreprise est au rupteur et que dans les signaux faibles, il y a effectivement ce dirigeant qui est toujours au milieu de tout et que du coup, la boîte, elle peut pas tourner sans lui et donc elle a ses limites, a fortiori avec les trois révolutions dont on a parlé précédemment, qui vont donner aussi des opportunités. Pour revenir très rapidement sur le sujet de la difficulté à innover qui se rattache beaucoup au sujet de la dépendance du dirigeant et du décalage, donc les points 2, 3 et 4. Il ne faut pas oublier qu'on peut innover même si on est une petite boîte. Il n'y a pas forcément besoin de technologie pour innover. On peut innover avec un business model qui est plus alternatif, avec des méthodes de tarification qui sont différentes. Et on peut arriver à faire beaucoup de choses avec des signaux faibles, même si on n'a pas les 20 millions de chiffres d'affaires dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à identifier les signaux forts, qu'on appelle aussi pas mal des talents cachés, parce que finalement, ce sont des choses qui sont déjà là, qui sont sous-utilisées, sous-estimées, qui sont souvent même dans des angles morts. Alors effectivement, on va redonner quelques éléments plus tard dans les 4 cas qu'on va analyser sur le sujet qu'on vient de lâcher à l'instant. En engageant sur les signaux forts, on va travailler sur cette réflexion, à savoir quelle est positivement la réalité de l'attractivité de notre business model. Bon, de la même façon qu'on pouvait se poser des questions sur un essoufflement de la façon dont ça fonctionne dans le secteur ou dans l'industrie, des fois c'est juste le business model qui va faire une différence et qui va faire que si, en fait, ça va continuer à fonctionner parce que on va avoir un prisme plutôt agence digitale ou plutôt traditionnel, de manière un peu contre-intuitive, c'est-à-dire qu'on peut parler de tech, de machin, etc., mais on peut parler de contre-tendance. Et le fait que, par exemple, on soit très traditionnel peut faire partie de l'attractivité d'un business model. Est-ce qu'on en a conscience pour pouvoir amplifier ces éléments-là de façon à retravailler le sujet dans les années qui viennent et dans la perspective d'évolution de ce qu'on veut sur l'entreprise pour pouvoir reconstituer tout ça. On peut imaginer que de la même façon que le business model peut avoir son attractivité comme on vient de le voir, je dis presque n'importe quoi, mais ça pourrait être une boulangerie avec un historique de 70-80 ans comme exemple, mais ça peut être par exemple aussi des gens qui sont dans l'entreprise et dont les talents sont pas ou peu exploités. Des talents de capacité de langue, des talents de capacité de connexion avec des pays, des talents de facteurs de commercialisation pour vendre et closer, des talents liés à une génération qui est active et qui est capable de rénover justement la, la clientèle qu'on a. Parce qu'on a des interlocuteurs qui vont être capables de parler avec les jeunes interlocuteurs, des managers qui vont être très capables de manager, mais peut-être en manque peut-être de liberté ou de répartition, délégation dans cette façon de faire. Est-ce que on a un profilage de l'équipe qui permet d'identifier ces exploitations de talents et toujours à la fin ce questionnement sur soi-même, à savoir est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai bien identifié tous mes talents et jusqu'à quel point je les utilise en fonction de ce qu'ils sont par rapport à ce que je suis en train de profiler l'entreprise. Je t'interromps une seconde, effectivement, avant de passer au point d'après, qui est les ressources qu'on a et qu'on sous-estime. C'est vrai que le sujet des talents et des gens et de ce qu'on n'utilise pas vraiment, c'est quelque chose qui est très sous-estimé et sous-exploité, et on entend même souvent les entrepreneurs se plaindre de ces sujets-là.
La Gen Z, par exemple, le nombre d'entrepreneurs qu'on a pu avoir en face ou au téléphone qui nous disent j'arrive pas à communiquer avec eux, ils n'ont pas les mêmes priorités que moi et c'est très compliqué, c'est quelque chose qui est subi, alors que ça pourrait être une force qu'on met à profit. Le sujet des managers, on a des gens qui nous disent non mais les managers dans ma boîte ils servent à rien, déléguer ça sert à rien. Parce que ça marche pas. Donc peut-être que si on réfléchit à comment nous on délègue, on peut arriver à réorganiser la manière dont finalement on structure notre processus de décision et d'action en interne pour permettre d'aller beaucoup plus loin dans sa boîte. Le troisième sujet des profilages, c'est le fait de dire non mais ça marche pas parce qu'un tel et un tel ils sont toujours en train de se friter, c'est très compliqué. Bon ben peut-être que au lieu de voir le côté négatif de la chose, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'un tel et un tel ils ont une relation qui sont compliquées, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et comment est-ce qu'on fait pour les remettre dans le bon fauteuil en fait. Voilà. Donc il y a matière à transformer des signaux faibles en signaux forts sur ce sujet-là. Du coup, c'est moi qui vais rallonger pour revenir sur la Gen Z et donner du très concret en termes d'exemple. Je repense à ce patron d'une entreprise qui faisait de la livraison un peu du dernier kilomètre et qui avait une peine effroyable à recruter des conducteurs. Et en fait, lui, c'était un monsieur qui était plus près de la retraite que du début de sa carrière ou du moment où il avait monté sa boîte. C'est lui qui prenait tous les appels entrants des gens qui voulaient venir et il les traitait comme on traitait les employés dans les années 80. Et donc, en fait, il lui était jamais venu à l'idée qu'en mettant quelqu'un qui était avec un profil RH assez naturel, s'il mettait cette personne qui avait 32 ans en face des interlocuteurs, ils auraient la possibilité de se sentir bien dans cette boîte. Or, c'est pas la variation de la rémunération qui fait que les livreurs ont envie. Par contre, une ambiance dans une entreprise, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc en fait, quand on parle de talents inexploités, c'est ça dont on veut parler. Il y a les ressources invisibles. Très récemment, deux entreprises coup sur coup ont réussi à nous surprendre. Une parce que il avait 300 plus 30 000 euros de réserve en cash sur un compte placé en, en bon du trésor et en me disant mais de toute façon je peux rien faire d'autre, ok, et l'autre c'est pas 330, c'est 1 million équivalent euros qu'il a et lui son blocage c'était de se dire que c'était pas bien de faire de l'argent avec de l'argent parce que il était entrepreneur sans réaliser qu'avec cet argent il y a d'autres choses à faire. On peut investir dans de l'équipement digital pour de l'automatisation. On peut investir dans une ressource de personnes pour pouvoir staffer l'équipe et du coup se libérer 50% de son temps, soit en tant qu'entrepreneur et exploiter des talents jusque-là inexploités. On peut s'en servir pour acheter une boîte, etc. Donc, en fait, on pourrait passer beaucoup d'autres éléments de ressources invisibles. Deux vrais cas, hein, 331 millions, c'est des vrais cas. On pourrait réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas un agent d'IA sur des fonctions bases assez répétitives et même que moyennement répétitives dans son entreprise. Comment est-ce qu'on réfléchit avec ça sur justement son business model? On peut parler d'international, mais on peut simplement parler de l'opportunité de ces ressources, de se dire qu'on a des partenaires dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Récemment encore, en mettant deux clients en contact, un principalement en France et présent en Asie, l'autre présent dans le même pays en Asie et partiellement en France. En fait, ils ont réalisé que ces ressources faisaient que en fait, c'était une opportunité pour se structurer parce qu'ils avaient des typologies de clients qui étaient communs et que en fait, en arrivant à trouver un accord sur une partie de ce qu'ils faisaient, en fait, on va dire que c'était une coopétition, c'est-à-dire que c'est un peu de la coopération dans un régime compétitif, mais en fait, ils arrivent à créer quelque chose de novateur dans la façon dont ils s'organisent sans forcément passer par une JV, faire une fusion-acquisition, etc. Voilà, c'est un peu le sens de ce troisième point. Le quatrième, c'est la capacité de s'adapter. Alors, quand on
quand on a décidé de structurer ça avec Antoine, c'était quelque chose qui était assez large et qui n'est pas si facile que ça à évoquer parce que c'est souvent une forme d'agilité mentale dont on veut parler, Et collectif. mais collectif et collaboratif, absolument. On avait conclu sur le fait que c'était quand même quelque chose qui était très important à identifier dans les signaux forts, de se dire que dans la boîte, on a eu des moments durs et qu'on a été capable de se repositionner avec telle typologie de choses, une qui était partie pour avoir des moments difficiles et qui avait décidé de changer la façon de bosser en mettant les machines qui vendaient, non pas en vente, mais en location, et en continuant à approvisionner avec le matériel de base pour que les gens à qui ils avaient mis en location les machines puissent continuer à, à acheter. Il me revient toujours deux histoires qui ne sont pas à nous, mais qui sont très intéressantes pour l'esprit qu'elles représentent. La première, c'est Salomon, qui vit une très mauvaise troisième saison consécutive avec le ski. Donc on doit se situer dans les années 91 et, et qui a fait un concours en interne pour savoir comment est-ce qu'il était possible d'imaginer la suite. Et en fait, c'est un des développeurs, ingénieurs de l'équipe qui a proposé en fait de prendre toutes les chaussures de ski nordique, enfin de ski de fond, de couper l'embout et de transformer les chaussures en chaussures de marche pour faire de la randonnée. Et en fait, la renaissance de Salomon a été essentiellement appuyée sur cette capacité d'adaptation. Avoir ça dans l'entreprise, c'est un vrai signal fort. Et donc, en fait, le prendre en conscience, c'est aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire le prochain pas, parce que le prochain pas ne peut pas être écrit comme en 91 par Salomon. S'il te plaît, Antoine, ne souris pas. Faire. Allez. J'ai pas souri. Faire cette démarche d'adaptation, il y a la capacité d'une part, mais il y a aussi la volonté finalement. Il y a la volonté de pouvoir faire interagir les équipes. Et c'est pas forcément évident. Il y a des patrons qui savent pas comment créer des ateliers dans lesquels on fait réfléchir tout le monde en même temps. Il y a des patrons qui peuvent avoir peur de perdre le lead s'ils donnent la parole aux uns et aux autres. Donc c'est pas quelque chose qui est nécessairement naturel à mettre en place. Et puis le patron, il a aussi le sujet de est-ce que je suis prêt à bouger moi maintenant? Et on voit pas mal, nous, de patrons qui finalement nous appellent en disant ouais, je voudrais bien faire quelque chose, mais bon, on en reparlera dans 6 mois parce que là, je suis occupé. Et donc, c'est des sujets qui sont de l'ordre de l'important, mais pas nécessairement urgent. On peut attendre un peu, mais bon, si on attend, c'est sûr que c'est des sujets qui ne vont pas bouger d'eux-mêmes. Et donc, on a une très forte chance de pouvoir plafonner et continuer à s'embourber. Si on passe au sujet de... Pardon, oui. Autre et dernier exemple sur l'adaptation qui me semblait pas inintéressant de mentionner, c'est par exemple la capacité pour un patron de se dire je vais embaucher quelqu'un dans l'entreprise que je vais être obligé de payer plus cher que moi. Contre-intuitif, mais est-ce qu'on a été capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de l'imaginer en se disant l'objet, c'est pas combien je vais gagner en tant que salaire, c'est pas combien je vais gagner en dividende, c'est combien vaut ma boîte. C'est est-ce que mon entreprise a besoin de quelqu'un qui va être différent et beaucoup plus capé que moi en termes de management, en termes de technicité, en termes de savoir-faire dans la façon dont je vais me débrouiller dans ce moment typique de mon entreprise pour faire quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Je vais rester le patron et je serai toujours l'actionnaire. Donc il faut savoir, faut trouver des moyens pour réfléchir non pas en dehors de la boîte, mais en dehors de sa propre boîte. 4 pistes pour pouvoir réimaginer un peu tout ça. On peut parler de repositionnement de l'entreprise, faire autre chose, faire différemment. On peut parler de la dimension spatiale, géographique. Est-ce que c'est du régional, est-ce que c'est du national, de l'international, même du digital, pour réfléchir encore à un autre niveau. On peut parler de croissance externe. Et puis après, il y a tous les sujets qui sont très en vogue en ce moment, qui touchent à l'IA et à l'automatisation. Premier point, comment est-ce qu'on peut parler de repositionnement? Comment on peut anticiper de parler de repositionnement sans nécessairement se faire peur et sans avoir besoin de tout réinventer complètement?
C'est principalement en travaillant, déjà en prenant du temps pour travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Ça a l'air ridicule comme point, mais cette petite nuance sur le dans versus sur a toute son importance. Si je commence par réfléchir que, par exemple, quand je vais vendre à des clients, je travaille dans mon entreprise. Quand je réfléchis à la façon dont je vais livrer l'entreprise A ou le client C, je travaille dans l'entreprise. Si par contre, je réfléchis à déployer de la propriété intellectuelle pour protéger ma marque, mettre en place un système, mettre des patents ou un savoir-faire, là, je vais travailler sur mon entreprise. Et donc, c'est là où on va commencer à avoir de la réflexion qui va permettre d'engager des modes de travail qui vont être différents. C'est un préalable. Le repositionnement stratégique, il passe souvent par une capacité à analyser, généralement avec un appui, collaboratif en interne, avec un regard extérieur tiers pour pouvoir dire toutes les bêtises qu'on veut le plus possible, mais également, et trois, récupérer les bonnes idées qui sont là-dedans et se déplacer dans l'équation terrible de la concurrence, à savoir, ben, c'est facile, je suis le moins cher, donc je vais faire de moins en moins cher, mais tous les autres vont faire pareil. Deux, je vais donner de plus en plus de livrables, de quantité, de qualité aux clients, et donc du coup, à la fin, je vais écraser ma marge et je vais m'étouffer. Dans cet environnement qui est, on peut l'appeler l'océan rouge, parce que tout le monde essaye de manger tout le monde, en fait, la façon de s'en sortir, c'est de découper les différentes fonctions de la façon dont fonctionne l'entreprise, le modèle économique et le secteur dans lequel on est, pour pouvoir réfléchir sur, grosso modo, non pas tant que les clients qu'on a, mais les clients qu'on n'a pas. Et donc, en allant chercher ces non-clients, qui sont globalement de trois sortes, les non-clients qui sont presque des clients, qui pourraient être là, mais qui ne sont pas là, et on ne comprend pas trop pourquoi, il faut réfléchir. Deux, les non-clients qui sont des refus d'être clients, parce que ceux-là, ils ne veulent pas être clients, mais on ne sait toujours pas pourquoi, vraiment, ils refusent d'être clients. Et trois, ceux qui n'ont même pas pensé à être clients. Je reviens, non pas pour me citer, mais pour reparler de ce point qui a été mentionné au préalable. L'idée de s'appuyer moins sur le retail en tant que fournisseur d'accessoires de mode que sur l'industrie du marché de la seconde main a permis de réfléchir sur l'opportunité de shifter d'étiquettes à moins de 1 centime fabriquées en Chine vers des étiquettes intelligentes qui permettaient à des marques plutôt premium luxe de pouvoir tracer les clients et donner des avantages aux clients des clients, aux clients des marques, pour qu'eux puissent revendre en seconde main, tout en vendant ça entre 10 à 35 fois plus cher, avec une marge encore meilleure. Donc en fait, ce repositionnement stratégique, il passe par là, et il passe aussi par la réflexion sur une petite équation qui est d'une certaine façon notre signature, savoir que le business est le résultat de l'organisation de l'entreprise multiplié par les ventes de l'entreprise. En entendant le fait que si on a des bonnes ventes mais qu'on n'a pas d'organisation, ben, le business il vaut pas grand-chose. Et inversement d'ailleurs, si on a une super organisation et pas de vente, le business il vaut pas grand-chose non plus. Mais par contre, si on divise l'organisation en 6 leviers, on va pas faire un cours maintenant, et les ventes en 6 étapes, en fait 6 par 6, ça fait 36 opportunités stratégiques qui permettent de réfléchir de manière alternative justement dans ce repositionnement. Le repositionnement amène à réfléchir à la manière dont finalement on va pouvoir développer ou redévelopper les choses. On peut parler de régional, on peut parler, enfin même si on a une boutique de fleurs, on peut réfléchir à en avoir 3 dans la même ville. On peut réfléchir à en avoir 3 dans les villes des alentours, dans la région. On peut réfléchir au national, on peut réfléchir à l'international. On peut réfléchir au digital, parce que peut-être que la boutique de fleurs pourrait être présente en ligne. Bon, il y a pas mal de choses à envisager. Oui, on pourrait réfléchir aussi au mode de collaboration. Est-ce qu'on vend notre produit en marque blanche ou est-ce qu'on le vend en direct?
L'avantage en marque blanche, c'est que c'est facile, mais qu'on ne fait pas beaucoup de marge. En direct, c'est un peu plus difficile, mais après, on a des clients qui nous connaissent, on crée de la notoriété, etc. Là, le sujet de cette piste-là, c'est la réflexion de se dire comment est-ce qu'on peut dupliquer le savoir-faire qu'on a, le cœur du savoir-faire qu'on a, pour pouvoir le diffuser dans d'autres canaux de développement du business. Je pense qu'il est à mentionner ici, tout à l'heure, je me permettais de mentionner travailler sur versus travailler dans le business en préalable. Là, je pense que le préalable, c'est de se dire, au fond, quel est mon projet à moi, entrepreneur? Est-ce que mon projet, c'est de parcourir le monde, d'être 5 jours par semaine, par Mons et par Vaux, à me déplacer? Et dans ces cas-là, on peut imaginer qu'on va développer une franchise dans 200 villes. Et, c'est pas international, mais c'est 200 villes. Après, c'est peut-être 20 pays, mais voilà, donc on va bouger beaucoup. Ou au contraire, de se dire, ben non, moi, je ne veux pas me déplacer. J'ai un mari, une femme, 3 enfants et j'ai pas envie de divorcer tout de suite. Et donc, je veux plutôt aller vers du small is beautiful, garder une boîte qui soit très productive. Elle fera jamais le chiffre d'affaires de ce que je pourrais faire avec la franchise que j'ai évoquée dans le premier cas, mais ça va correspondre au mode de projet que j'ai moi entrepreneurial. Donc en fait, ce mode de développement est intéressant et tout à fait calable une fois qu'on a développé la première réflexion sur le projet. C'est important, par contre, de bien avoir la réflexion en tête. On a discuté, par exemple, avec un entrepreneur qui, lui, avait développé un restaurant, puis 2, puis 3, puis 6, et qui avait été contacté pour ouvrir une quinzaine de franchises et qui disait, au final, je suis en train d'y laisser ma santé parce que j'ai pas anticipé les choses. Donc, c'est vraiment le côté inverse de ce que tu viens de dire. La conclusion sur ce point-là, c'est que si on n'anticipe pas le sujet, on ne peut pas le contrôler et on ne peut pas le mettre en avant, on ne peut pas avancer avec. La troisième piste, c'est de réfléchir en termes de croissance externe. Conclusion en parallèle avec la tienne, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réimaginer son projet. Donc effectivement, la troisième piste, c'est la croissance externe, dans le sens où, bien sûr, on peut toujours imaginer que dans la façon dont on va évoluer, ben, en fait, c'est intéressant de s'appuyer sur un savoir-faire et que on peut repartir de zéro, monter une équipe, embaucher les gens, on sait faire, on sait moins bien faire, c'est facile, c'est pas facile, on a l'environnement pour pouvoir les intégrer de manière fluide ou pas. Mais on a également la possibilité de racheter une entreprise. Alors, le pire du pire, et c'est peut-être le préalable que je ferai dans cette troisième piste, c'est de réfléchir à en quoi le rachat d'une entreprise, en quoi le rachat en quoi la croissance externe de cette entreprise représente une opportunité en termes de complémentarité de business model. Le pire du pire qu'on puisse faire, c'est de se dire je rachète une entreprise parce que y a un portefeuille client que j'ai pas vraiment. Le pire du pire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 1 + 1 = 2. Or, faire des rachats d'entreprise, c'est quelque chose qui est très risqué. C'est risqué financièrement, c'est risqué humainement, c'est risqué économiquement, globalement. Et en plus, ça consomme énormément de temps. Opérationnellement. Ouais, si c'est juste pour faire 1 + 1 = 2, sauf à être capable de le faire à grande échelle, comme par exemple, je vais citer AXA, qui développe de manière un peu fallacieuse son savoir-faire en assurance en faisant croire à des gens qui vont être entrepreneurs parce qu'ils vont développer en tant qu'agent pour AXA l'activité d'entreprise. Là, ça peut être intéressant parce que AXA, je parle d'AXA, je ne parle pas des agents AXA, hein, mais AXA est capable à grande échelle de racheter des portefeuilles de personnes qui vont les développer et avec des contrats bien ficelés, il va les racheter pour pas cher. Donc, ok, ça peut s'entendre. Mais si on réfléchit de manière plus conventionnelle avec des croissances externes telles qu'on les voit sur des PME un peu standards, d'une moyenne de 1 à 5 millions avec les fameuses équations qu'on voit un peu partout, des EBITDA, de capacité d'autofinancement, etc., etc. Il faut passer par ces 3 étapes une fois qu'on a checké la complémentarité du business model avec qu'est-ce que je veux en faire, comment est-ce que je l'intègre avec l'existant et comment j'arrive à faire pour le transformer, pour quelle fin? Et on revient au projet de tout à l'heure. Un exemple qu'on avait trouvé assez intéressant sur
la manière d'envisager de la croissance externe, c'était un exemple d'une société d'assurance qui avait fait de l'acquisition de la croissance externe en allant racheter une marque qui faisait des bijoux et notamment des alliances en ligne. Pourquoi? Parce que le site internet qui vend des alliances, c'est le site internet qui a la base de données des gens qui se marient, et donc des gens qui auront des enfants, et donc des gens qui auront 30 ans devant eux pour pouvoir dépenser tout ce dont ils auront besoin de dépenser en termes d'assurance. Voilà. Donc c'est de la croissance externe qui n'est pas du tout intuitive, mais finalement, en termes de valeur, il y a des alternatives sur lesquelles on peut aller plancher. Le quatrième élément dont on peut parler pour réfléchir à tout ça, c'est aussi l'automatisation, c'est aussi l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui peut avoir des aspects très opérationnels. Philippe, tu veux reprendre le sujet? Ouais, c'est très polymorphe en fait, parce que on rentre dans le champ de quelque chose qui est extrêmement récent et dont les impacts ne sont pas du tout backtestés jusqu'à présent. Donc en fait, quand on va rentrer là-dedans, cette piste intègre aussi bien des sujets comme l'agentisation, c'est-à-dire la standardisation de ce que ferait un agent tel qu'on peut l'imaginer dans le business model actuel, et de le rendre profitable parce que ce sont des choses qui vont pouvoir être traitées très certainement pas avec des moyens de no-code tels que ChatGPT, Perplexity et les autres, mais avec des éléments plus structurés de manière dure. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette réflexion sur automatisation IA et étendue, c'est aussi des changements de business model qui vont s'opérer de manière beaucoup plus profonde dans les années qui viennent. Et là, on parle dans les années, en fait, c'est dans les trimestres qui viennent. C'est pas pour dire que c'est dans une décennie, c'est pour dire que c'est dans un futur extrêmement proche, à 1 an, 2 ans, 3 ans. Euh, Nos amis de The Camp connaissent très bien l'histoire, ils en sont la preuve vivante, puisque en fait, le redéveloppement de ce site qui a été pendant quelques années dans une situation difficile suite au décès prématuré du fondateur, a été remanié avec une réflexion sur l'IA appliquée à l'immobilier de manière extrêmement poussée. Et d'ailleurs, les conférences de Kevin Polizzi, que je me permets de saluer ici, sont vraiment très inspirantes sur cette partie-là. Et donc, on voit que c'est un petit exemple qui existe dans l'univers de l'IA pour dire que, ben oui, on peut utiliser ça. Et en fait, c'est une réflexion poussée qui va nous amener à devoir reprendre des choses qu'on pense être immuables depuis l'origine des temps. Donc, pour conclure sur ces sujets-là, Christophe, si tu veux bien lancer le deuxième petit sondage, s'il te plaît. Ça donne 3 questions finalement. On a une entreprise qui tourne plus ou moins bien, idéalement plus que bien. On a le temps de pouvoir se pencher sur la question de, bon, très bien, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux demain pour moi, pour mon entreprise? Finalement, ça permet de réfléchir à 3 choses. 1, quelle est la trajectoire dont j'ai envie? 2, est-ce que mon modèle actuel va me permettre de pouvoir faire ce que je veux faire ou est-ce qu'il faut que je transforme mon modèle actuel? Et puis 3, on a parlé de travailler sur le business, dans le business, en disant que ce n'était pas la même chose. Dans quelle mesure est-ce que je dois changer mon rôle? Dans quelle mesure est-ce que je dois pouvoir faire évoluer ma posture? Philippe, c'est des sujets qui sont communs. Est-ce que ce sont des sujets qui sont faciles à appréhender pour les entrepreneurs? Votre question, je ne vais pas la prendre du côté philosophique. Que dire là-dessus? Je pense que c'est une façon de re-rentrer de manière extrêmement positive et excitante euh, en, en sortant de son entreprise et en tâchant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'elle fait. Donc, ma réflexion là-dessus, c'est que bon, chacun peut répondre ce qu'il veut, mais je suis toujours très, très
enfin, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir un entrepreneur qui rentre dans cette logique-là parce qu'en fait, il prend lui-même du plaisir. Et alors, il reprend souvent du plaisir. On voit de re-imaginer qui arrive, c'est-à-dire qu'il a pu avoir du plaisir, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont compliqués et que l'approche de ces trois questions prises dans le bon ordre, machin, permet de se remettre dans une dynamique en disant, allez, un coup de fraîcheur, je vais pouvoir réimaginer ma boîte, je vais pouvoir me refaire plaisir. Et bah, c'est pas un luxe parce que on consomme beaucoup d'heures, c'est pas toujours excessivement rentable et donc ça mérite de poser la question. Christophe, si tu es toujours là, ça me paraît intéressant de te poser la question à toi. Donc ce webinaire, on parle de la question de qu'est-ce que je fais avec ma boîte demain. C'est aussi le sujet d'un programme qu'on met en place avec l'IRCE et The Camp. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est intéressant d'un point de vue collectif? Alors, tu sais, à l'IRCE, on passe toujours par le collectif. On trouve que c'est une grande richesse. On parle souvent d'intelligence collective. Ça a l'air d'être un concept un peu lointain, mais de manière très concrète et très pratico-pratique. Quand on réunit un collectif de dirigeants, on va solliciter des dirigeants qui n'ont pas forcément l'habitude déjà de partager euh, leur, euh, comment dire, leur ressenti, leur vision. C'est des choses leur vécu, leur quotidien. C'est des choses qu'ils ne peuvent partager avec finalement personne d'autre que des dirigeants. C'est difficile de partager son quotidien avec ses salariés, avec ses proches, ses amis, qui ne sont pas forcément en phase avec ça non plus. Et donc, il se crée d'abord un phénomène qui est que on va se lâcher plus facilement. Et puis, un regard croisé, vraiment très pratique sur, voilà, moi j'ai rencontré cette galère, ah, moi aussi, avec des avancées différentes selon les problématiques rencontrées. Moi, ce problème, je l'ai résolu comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges qui se font, une dynamique qui se crée. Et dans ce programme-là, on a essayé d'y insuffler, grâce à vous aussi, vous deux, une innovation dans le format et dans le contenu. Donc, je ne sais pas si tu veux que je dise un mot Oui, bien sûr. sur le format. Donc, réinventer mon entreprise, c'est un programme. Dire que c'est une formation, ce serait trop réducteur. C'est pas une simple formation, c'est une expérience stratégique hors cadre qu'on vous propose pour un peu bousculer les certitudes et redessiner l'avenir de votre entreprise. Donc concrètement, ce qui est proposé, c'est 3 immersions de 2 demi-journées avec une nuit chacune. Donc c'est l'après-midi, le soir, puis le matin, dans 2 lieux emblématiques de l'entrepreneuriat et l'innovation dans la région sud. À l'IRCE, chez nous, donc l'Institut régional des chefs d'entreprise, où on est dans une bastide provençale, où j'ai envie de dire c'est un peu les pieds sur terre. Et puis chez The Camp, qui est, comme je le disais en introduction, le haut lieu de l'innovation, un centre d'innovation qui est à Aix-en-Provence comme nous, où là on est plutôt sur quelque chose d'aérien, donc les pieds sur terre et puis la tête dans les étoiles. Donc, ce programme, il s'adresse à des dirigeants de PME et de TI venus de toute la France, experts avec des experts de haut niveau comme Antoine et Philippe, de l'intelligence collective, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis aussi des moments de vie partagés, conviviaux. Et on va essayer ensemble d'imaginer, de tester, de confronter des idées, et puis ensuite de décider de se faire un plan d'action concret sur qu'est-ce que j'envisage pour mon entreprise dans les années à venir, comment je la vois, c'est quoi mon plan d'action derrière. Est-ce que tu as vu des questions dans le chat ou est-ce qu'on se sert des questions qui sont déjà posées en avance? Je vais regarder. J'ai pas vu de encore, mais n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà, on a quelques minutes pour les traiter. La grosse question, il y a un bruit de frottement sur un micro quelque part. La première grosse question, c'est est-ce qu'il faut avoir une idée précise de... Bon, on va regrouper 2 questions. Est-ce que ce programme, finalement, est fait pour des entreprises qui vont déjà bien ou est-ce qu'il faut aller mal?
Et est-ce qu'il faut avoir une idée d'une transformation claire, ou est-ce que finalement il faut arriver en se disant j'ai besoin de pouvoir avancer dans mon entreprise et je vais pouvoir trouver des idées sur la manière de la transformer? Alors, je dirais que ça s'adresse plutôt à des entreprises qui vont bien, en tout cas, pas des entreprises qui vont très mal, parce que là, il y a d'autres dispositifs plutôt d'urgence et de traitement du problème, chez nous et ailleurs d'ailleurs, hein. Donc plutôt une entreprise qui va bien ou qui est, comment dire, sur une mer calme, mais qui a envie d'anticiper, qui a envie d'anticiper l'avenir, comme je le disais en introduction, plutôt que de le subir, va construire l'avenir. Et ensuite, pardon, le deuxième critère dont tu me parlais, c'était quoi déjà? Est-ce qu'il faut avoir une idée précise de la transformation qu'on veut obtenir, ou est-ce qu'on peut arriver en se disant il faut que ça change, mais comment? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, il vaut mieux avoir l'esprit ouvert en arrivant. On va avoir une partie créativité. Donc, on peut avoir des plans en tête. Si on a son plan déjà en tête, bien structuré, l'utilité est un peu moindre, même si on se pose toujours des questions. Mais on va avoir, durant cet accompagnement, une partie vraiment créative avant de remettre justement les pieds sur terre et de se lancer dans un plan d'action. Donc, c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Si je peux me permettre, je pense que dans les deux cas, ça peut avoir un intérêt. Si on n'a pas d'idée, de se créer du matériel pour générer l'idée en se disant que oui, il faut que ça bouge et on ne sait pas trop comment. Et donc là, c'est l'intérêt de se créer ces idées. Si on a une idée, mais souvent l'entrepreneur, ça peut être un bon endroit pour d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'autres idées qui pourraient être intéressantes, et deux, de pouvoir avoir un environnement de gens, parce que les entrepreneurs sont souvent des gens qui ont des fortes convictions, des empêcher de tourner en rond et de pouvoir rentrer dans des failles s'il y a des failles, ou au contraire, de pouvoir blinder l'idée qu'on a et de s'assurer que c'est effectivement celle, un, qui est bonne, et deux, dont on a envie. C'est pas toujours la même chose. Ouais. Non, tu as raison. Et puis simplement, même conforter ses idées, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur pour conforter ses idées aussi. Mais avant, on sera passé dans une moulinette de créativité et d'innovation, qui aura permis d'ouvrir ses chakras. La structuration du programme, du coup, c'est pas 6 demi-journées d'un coup. Ça s'étale un petit peu sur le temps pour laisser aux uns et aux autres participants le temps de cogiter et de s'imprégner, de laisser infuser les choses. Il y a une partie qui consiste à discuter de quel est le regard qu'on a et comment on fait évoluer ce regard. Il y a une partie qui se concentre sur quels sont les possibles, qu'est-ce que je m'autorise à faire, comment je le fais. Et puis, il y a la partie quand est-ce que je commence à agir, pardon, et quel est le mode d'action. Donc, ça permet aussi de répondre à ces sujets-là de manière progressive et en même temps très concrète. Tout à fait. Ouais, 3 temps espacés de 3 semaines à peu près, qui seront en mars, avril et mai. Et donc, bien sûr, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le chat là tout de suite, ou soit, je ne sais pas si dans le support on a nos coordonnées. Je viens d'afficher les éléments. Vous pouvez retélécharger la présentation que vous venez de voir sur le lien qui est en bas de l'écran. Vous pouvez participer au programme. Les inscriptions se font via le site de l'IRCE, que vous connaissez déjà, avec le lien qui est à l'écran. Et puis, si c'est plus simple, vous pouvez aussi vous adresser à nous directement. On vous a mis un petit lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Et puis ça, c'est le sujet bonus, mais sur le sujet d'Impactified, vous pourrez aussi retrouver des ressources, des webinaires qui sont en ligne déjà accessibles, et puis aussi des épisodes de podcast sur la gestion d'entreprise et puis la manière d'appréhender les choses quand on est entrepreneur. Je viens de mettre mon mail pour contact et le lien vers la page de présentation du programme dans le chat. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous voyez autre chose à dire, à aborder. Sinon, voilà. Sinon, on arrive à la fin. Donc merci pour votre attention. Merci Antoine et Philippe pour votre intervention éclairante. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Alors, sur la chaîne de l'IRCE, on sera sur un tout autre sujet, si tu as un lien.
On sera plutôt sur la plateforme de marque. Voilà, on va parler de plateforme de marque et comment utiliser sa marque pour booster son business. Merci, Bonne messieurs. suite à tous. Au revoir. Bonne À journée. très vite.